Non, je comprends bien, Bruno. Bienvenue à la librairie Le Livre Voyageur, animé par Bruno Lalonde et Fabienne Roch. Nous sommes le 2 novembre 2020, un jour à peine avant la soirée décisive dont tu vas nous parler. Mon nom est Fred Harding. Vous m'avez déjà vu peut-être si vous aviez été là, si vous étiez là il y a quelques années sur la chaîne, sur la première chaîne ou la seconde. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir, dans un retour inattendu, mais que certains espéraient néanmoins, de venir cuisiner notre ami Bruno Lalonde pour lui demander ses prédictions. Parce que vous savez, celui qu'on appelle le devin, ou le devin sans fortune, si on veut, Bruno Lalonde, fait des prédictions qui, coup sur coup, ne se vérifient pas. On se rappellera, en 2015, il avait prédit la défaite cuisante de Justin Trudeau. Il avait dit même, et je cite, ça va être un massacre, il va aller chercher Jean Charest pour devenir le chef du Parti libéral. Effectivement. Et à la dernière élection américaine, il avait dit, ça va être la plus grosse victoire des démocrates de leur histoire, ils vont gagner par 8 points. Alors, écoutez, mais pour défendre Bruno, je dirais qu'une prédiction que tu as eue, qui était on ne peut plus juste, c'était celle des élections françaises. Oui. Tu avais prédit une victoire Macron contre Marine Le Pen, 60-40%. Tu l'as eu au pourcentage près. Là, il y a des poussières, là, bien entendu, mais Bruno, et moi, je suppose que c'est d'avoir autant lu, d'être autant imprégné de la France. Et aujourd'hui, on va voir si, dans ta vie, tu t'es autant imprégné des États-Unis que de la France en te demandant Bruno Lalonde. Oui, mais ce qui est intriguant dans mes prédictions erronées sur le Canada, c'est que visiblement, j'ai encore des devoirs à faire pour ma compréhension du Canada, ce pays lointain et étranger. Visiblement, la France, c'est plus près de moi que le Canada. Ah, tout à fait. Ben, pour moi, ça faisait aucun doute. Là. Je sais pas, il y a que toi que ça étonne, je pense. C'était dans ton... c'est peut-être... Moi, je le savais en tout cas. Je pense que vous êtes nombreux. OK. On va parler des États-Unis, si tu veux bien. Ouais, mais juste comme tu veux ça... Tu veux que j'aille de ma prédiction tout de suite en minute, partant? on s'entend que, juste pour revenir au point d'avant, t'aimes quand même mieux la... On va laisser le répondeur, vas-y. T'aimes quand même mieux les Champs-Élysées que les trottoirs de Calgary. Moi, ça m'étonne donc pas que tu sois plus comme ça. Donc, ouais, c'est sûr que les rues de Nîmes ou de Nice ont plus d'attrait à mes yeux que le Stampede et le festival. Ouais, c'est sûr que le Canada anglais ne me parle pas beaucoup, faut bien le dire. Bon, eh bien, si le Québécois ne te parle pas, le Canada anglais ne te parle pas beaucoup, parle-nous cependant et si tu veux y aller de but en blanc par tes prédictions, bon. Nous les biens viendront tous. Ouais, mais je dirais, écoute, je vais d'abord y aller avec une première assertion, si tu veux bien. J'écoute. Il y a 4 ans, je n'ai pas suivi la campagne électorale américaine. D'accord? Ça me laissait indifférent. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Aujourd'hui, bonjour. Je l'ai suivi un peu plus, mais pas beaucoup plus. Ce qui me frappe, cependant, c'est que cette élection-ci oppose un personnage truculent grotesque et dont je lui sied grâce d'une certaine manière par son obscénité, par sa vulgarité, de nous montrer l'envers des choses. C'est une sorte de révélateur. Je suis convaincu que les politiciens démocrates, même s'ils paraissent mieux, ils pensent probablement la même chose que lui. Et ce qui me frappe, c'est qu'un personnage aussi grotesque que Trump, qui est opposé à Sleepy Joe, Joe l'endormi, comme il l'appelle, un personnage sans tonus, un peu fade, qui a déjà été un assez bon politicien, mais qui, là, visiblement est en perte de vitesse. Si on compare la vitalité des deux vieillards, on a un vieillard encore qui me semble assez libidineux. Mais est-ce que tu me permets de t'interrompre? Ah, Désolé, je ne voulais pas couper ta harangue. Sauf que moi, je remarque à quel point la vitalité joue un grand... Moi, c'est une chose qui me fascine dans le président actuel, c'est qu'à son âge, avec le régime de vie qu'il mène, qui est pas... honnêtement, il fait pas du bien à son corps avoir son régime alimentaire, ce qu'il mange. Non. Tu te dis, bon, il doit pas beaucoup dormir, c'est une fonction demandante. Moi, je m'étonne
de la capacité physique de cet homme-là, si bien que je pense que ce gars-là est une forme d'immortel pour vivre comme ça. Et pour enchaîner sur la vitalité, il y avait un commentateur politique qui disait à l'époque, qui disait, quand je voyais Mitterrand, je savais qu'il allait devenir président parce que, bon, Mitterrand n'était pas grand, il faisait 1,70 m, mais il y avait une vraie prestance, qui se dégageait de lui. Quand j'ai vu Sarkozy, il dit, je voyais un sanglier. Il dit, quand j'ai vu Balladur, il dit, je savais qu'il ne serait jamais président parce qu'il manquait de cette vitalité-là. Il avait deviné comme ça, il dit, Balladur ne sera jamais président. Alors, c'est clair qu'il y a une question physique dès le départ. Il y a une question, évidemment, de tonus, comme tu le mentionnes. C'est évident que se réveiller en plein milieu de la nuit, et le général Twitter, le général en chef du tweet, c'est assez surprenant. Mais même si Biden est vraiment en perte de vitesse, lui aussi, tout de même, il fait preuve d'une grande vitalité. Les adeptes du jeunisme devraient en prendre bonne note. Ce sont des vieillards là, qui se disputent la tête des États-Unis et qui se disputent la présidence des États-Unis. Ça demeure étonnant, il y aurait une réflexion à faire là-dessus ce sont des hommes qui sont au seuil du grand âge, presque. Alors, évidemment, et même dans le cas de Trump, le virus en est pas venu à bout, même si beaucoup ont aimé que celui appelle le virus chinois. C'est pas anecdotique non plus que Trump ne cesse de l'appeler le virus chinois. Parce que en verbalisant cette chose-là du virus chinois, il réussit à amoindrir symboliquement la puissance de la Chine à un niveau qu'on imagine mal. Il réussit à instiller dans l'esprit des Américains que la Chine, elle est malade, elle est affaiblie, elle est porteuse de mort. Et par sa victoire à lui, sur la maladie notamment. Oui, là, on le voit, il a vaincu. Il a vaincu le truc, ça, il l'a dit. Vous voyez, on peut en venir à bout de ce truc-là. Et même si je m'empile de Big Mac... Tu parles de... C'est volontaire. Pour dire qu'on est bien équipé. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est la porte qui fait mal et le vent s'en va. Oui, tout va bien. La flatulence du cachalot. Et donc, on va, si tu veux bien, moi je te dis, je pense que Biden va gagner. Je pense qu'on assiste à une sorte de référendum. Il est impossible que je me trompe. Mais je te dirais, à la limite, c'est même pas important. Ce qui me frappe, puis je commence à avoir une certaine expérience dans les prédictions, oui. Pas juste dans les prédictions. Je veux dire, j'ai déjà raconté ici qu'enfant, jeune enfant, au début des années 70, j'avais rencontré un avocat américain de New York, un jeune homme qui avait quitté les États-Unis pour accompagner des draft dodgers, c'est-à-dire des déserteurs américains qui avaient fui la guerre au Vietnam. Oui. Qui avaient fui l'enrôlement. La circonscription. Qui avaient fui et qui vivaient une bonne douzaine dans un appartement juste au-dessus de l'échange, de la librairie L'Échange au Mont-Royal. Mais c'est drôle, des fois, je regarde l'appartement et j'y repense. Et lui m'avait amené là en me disant qu'il fallait absolument pas que j'en parle à personne et que finalement les types s'étaient cotisés, m'avaient envoyé acheter des chips et du coke. Et lui, Tom, il s'appelait Tom, ce jeune avocat-là, il m'avait présenté comme étant un sympathisant, un pacifiste. Et la guerre au Vietnam, les Américains l'ont perdu. Mais on dirait bien qu'ils l'ont gagné, comme disait Chomsky. Parce que maintenant, le Vietnam est devenu capitaliste. Alors, ils ont perdu la guerre et ils l'ont perdu aussi officiellement. C'est la puissance symbolique des Américains avec leur industrie hollywoodienne. Déjà dans les années 70, c'était incroyable. Ils pouvaient avoir perdu la guerre, mais Rambo était là. Tu comprends? C'est le récit qui se crée sur eux-mêmes qui est fascinant. Et après ça, ça a été Reagan, la guerre des étoiles. La guerre des étoiles a mis à mal le régime, a détruit le régime soviétique.
Oui, Bon, ils ont implosé de l'intérieur parce qu'ils ne pouvaient pas être la vache à lait de certains pays. Ils ne pouvaient pas non plus maintenir tous ces pays satellites sous leur tutelle. La guerre en Afghanistan qui a commencé en 1979, qui a été hyper difficile pour eux. Mais les pressions incessantes. Et tout ça en perdant, là. Parce que les Américains n'ont pas remporté de victoire symbolique importante. Je veux dire, la guerre au Vietnam, ils l'ont techniquement perdue, mais finalement, l'histoire a révélé qu'ils l'avaient gagnée, d'une certaine manière. La guerre des étoiles étant une course à l'armement, mais qui n'a jamais eu... à l'armement... Oui, puis après ça, tu as eu le cinéma de la guerre des étoiles, le cinéma de Lucas qui est arrivé, qui a sublimé ça. Et là, on est en 2020. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, leur puissance est sans précédent. Alors, il pourrait même avoir un président fantoche, il pourrait avoir un hologramme comme président. Et tout le monde pense qu'ils sont en décadence. Juste à regarder Trump, par exemple, tout le monde pense, ou les Trumpettes, tout le monde pense qu'ils sont finis, là. Mais ils n'ont jamais été aussi puissants. Tant et si bien que l'élection de demain, qui va se décider par quelques dizaines de millions de personnes, c'est pas beaucoup, là. Non. Ça, c'est... On va la suivre, on va être à l'échelle planétaire, on va la suivre. Il va y avoir des milliards d'êtres humains qui vont suivre une élection qui va se jouer par quelques dizaines de millions de personnes. Et je ne sais pas si on mesure, et c'est le roi du monde demain qu'on va élire. Un roi du monde, une image, quelqu'un, même s'il ne fait rien, la puissance va augmenter. Et c'est comme si personne voyait ça. Je veux dire, c'est comme si personne imaginait, les réseaux, les mécanismes de surveillance planétaire. Bon, les derniers héros qu'on a eus, c'est un Australien, Assange. Snowden qui a demandé aujourd'hui la nationalité russe, que les Russes ont accueilli chez... Snowden, c'est deux véritables héros, là. Oui, non, tout à fait. Et c'est des héros qui ont dévoilé les mécanismes de surveillance, parce que les Américains ont mis la planète au complet sous écoute et sous surveillance. Je veux dire, toi, tu vas aller pisser dans le coin de la ruelle, les satellites peuvent mesurer la grosseur de ta caca. Ben, tu vois, la preuve, c'est qu'il sait que je suis allé tantôt dans... Non, mais c'est imaginable. Et là, la G5 qui est en train de s'installer va permettre une surveillance accrue, même à l'intérieur des maisons, avec la connexion des objets intelligents. Mais tout ça, c'est l'intelligence américaine qui fait ça. Et le fait qu'on accorde autant d'importance à cette élection-là, qui est évidemment importante, c'est le roi du monde qu'on va élire. Mais élu par un tout petit nombre de gens, qui sont en quelque sorte, je dirais presque des élus de Dieu à la limite. Même l'analphabète de l'Arkansas ou... Non, mais il va savoir faire le X. Il va faire un X qui va avoir une importance capitale dans nos vies. Dans nos vies à tous, le Québécois, Français, Russes, Chinois. Quoi, parce qu'à cet égard-là, penses-tu que tout le monde devrait avoir voix au chapitre pour un poste finalement, on finit par se dire, finalement, la démocratie, c'est-à-dire qui décide de quoi vraiment, est entre les mains d'un petit nombre. D'un tout petit nombre, qui appartient au peuple élu, c'est-à-dire des Américains. Et ils ont beau mettre n'importe qui au pouvoir, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, mais on dirait que tu négliges l'essor compris, je sais pas, certaines grandes puissances ou certaines fortunes. Tu sais, AliExpress qui rivalise... les fortunes, les gars sont même plus là. Ah non? Non. Je veux dire, d'abord, avec le transhumanisme, oui, okay. Il ne s'agit pas d'accroître sa fortune, il s'agit de vaincre la mort. Je veux dire, toi, t'es milliardaire. Là, OK? Tu peux littéralement t'acheter tout ce que tu veux. Sauf l'essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle. Et comme le dit la Bible, à quoi que sert-il à un homme d'accumuler autant de biens là, s'il perd son âme. Hein? Exactement. Bon. Mais là, il s'agit d'en acquérir une. Est-ce que des milliards de dollars peuvent te rendre possesseur d'une âme éternelle? C'est le pacte faustien, là. Et là, ces ultra-riches-là, ils n'en ont plus rien à foutre
du paysan que nous sommes. Là. Ils sont plus là. La partie, mentalement, elle ne se joue plus là. Puis, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, je suis deuxième, ou je suis troisième, ou Bezos est plus riche que Bill Gates, blablabla. Ben aujourd'hui, c'est Mais, vrai. mais Quelle même importance? dans leur esprit, ça a zéro importance. Une question. Cette vision-là que tu as, penses-tu que c'est cette espèce de crainte-là subconsciente de gens qui seraient ultra riches, hyper puissants, qui alimentent certaines théories du complot qu'on entend sur le... Bah, les théories du complot, il y en a. Écoute, dans les années 70, tu pouvais rencontrer des huluberlus hallucinés qui disaient que l'homme, ça avait été monté dans des studios à Hollywood, que l'homme est marché sur la Lune. Bon, je veux dire, il y a des complots, effectivement, mais les meilleurs complots, c'est ceux dont on n'entend jamais parler. Exactement. Non, Alors, on peut aller dans cette direction-là si on veut, parce que c'est une explication commode, rassurante, mais moi, ça, je te dirais, ça ne m'intéresse pas. on se tiendra loin des complots, donc, pour aujourd'hui. Désolé pour la digression. Et ce que je veux dire, c'est la thèse centrale du livre de Mathieu Bellil, L'Empire invisible, c'est qu'au fond, l'Empire n'a jamais été aussi puissant. Qui vient de sortir il y a... Oui, il est sorti il y a quelques semaines à peine. C'est- Et c'est sa thèse. Et je l'approuve. C'est aussi, d'une certaine manière, la thèse c'est pour ça que j'aimerais te lire un passage, de Peter Sloterdijk, qui va dans ce sens-là aussi. Et cet exercice-là du pouvoir invisible, il en démontre bien les mécanismes, Grégoire Chamaillou, dans son ouvrage Théorie du drone. Puis là, pour montrer qu'ils sont devenus des espèces de deus ex machina, c'est que du ciel, comme une puissance divine, Providence. oui, ils peuvent détruire des villages, ils peuvent tuer des terroristes, ils peuvent... Tout ça, si tu regardes les 3 films dont c'est l'objet, Good Kill, Drone et Eye in the Sky, Good Kill, le gars, puis les bases, c'est des petits cubicules, je pense que c'est au Nevada, une pièce pas plus grande que celle de la librairie, avec des écrans, évidemment des appareils pour contrôler les drones et pour armer les drones. Et là, tu as des convois militaires d'insurgés, généralement ça se passe dans des pays arabes, hein, dans des pays insurgés. Alors t'imagines-tu dans la tête du combattant afghan qui est là, qui est en train de fumer son narguilé puis de nettoyer sa Kalachnikov de 1979, Qui se bat contre... puis là, tout à coup, il allume son narguilé, puis paf, il est pulvérisé d'un seul coup. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Par un joueur de PlayStation. Par un gars un joueur de PlayStation qui fait ça, après ça, il mange sa crunchy, il prend sa Mustang, il retourne chez eux, puis il regarde les Dodgers affronter les Phillies de Philadelphie. Et puis, il n'y a aucune espèce de conscience morale. Il a accompli un acte de mort, comme un dieu qui foudroie et qui punit. Parce que cette impunité-là a créé le détachement. C'est ça, dans le fond, que tu... En tout cas, elle enlève la réciprocité de la haine. C'est que tu peux même plus te défendre de ça. Tu peux même plus... Ça, c'est dire la puissance de l'Empire. C'est dire la puissance de l'armée américaine. C'est que les gars... Il n'y a même plus, de corps à corps. Il y a toute cette notion-là d'héroïsme, d'honneur militaire. Tout ça prend le bord, là. Oui. Il n'y a plus de vis-à-vis. Il n'y a plus de face à face. Il n'y a plus de confrontation. Fait que tu peux bien avoir un type qui s'appelle Donald Trump, qui gesticule, qui dit littéralement n'importe quoi, qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est des non-paroles qui sortent de sa bouche. Et ça n'a aucune importance sur l'accroissement et la puissance de cet empire-là. Donc c'est même un paravent à la limite, parce que tout le monde dit « Ah, c'est fini, le système d'éducation, ça n'a pas de bon sens. » Puis tout le monde en profite à quelque part pour régler ses comptes avec les États-Unis, puis l'attraction, répulsion qu'on éprouve tous à l'égard de cette puissance-là en Occident. Et tous les pays occidentaux, sans exception, sont inféodés à cette puissance-là. C'est comme au fond, on était tous devenus des gallo-romains, mais version américano-québécois, américano-canadien, américano-français, américano-allemand.
puis même américano-russe, puis peut-être même américano-chinois. Ça peut aller jusque-là, parce que là aussi, on gonfle la puissance. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, puis visiblement, on a de la difficulté à le faire, comment on devient président, comment on devient président du Parti communiste chinois. La complexité de la politique chinoise, je veux dire, eux, ils réfléchissent sans arrêt à comment essayer de prendre des parts de marché, mais ils sont très, très loin derrière, mais on réussit à convaincre le paysan, on va dire, américano-québécois, que les Chinois s'en viennent. Ils s'en viendront pas, là. Les Américains, ils s'en viendront pas. Puis même le virus le démontre. Tu sais, au tout début, si tu te rappelles, au début de la pandémie, les journalistes occidentaux s'extasiaient sur le fait que les Chinois construisaient des hôpitaux en deux semaines. On s'extasiait sur la productivité chinoise, on va dire le capitalisme même fantasmait là-dessus. Ben, aujourd'hui, est-ce que tu entends parler de ce qui se passe en Chine? Non. Mais c'est l'opacité totale, là. Mais ça fait longtemps que ce mythe-là circule. Mais je voulais te laisser lire aussi l'extrait du livre que tu... Non, parce que, tu sais, pendant un temps, on a parlé aussi des technologies que les Chinois développaient. Alors, regarde, si je te dis, je te fais ma prédiction, mais ma prédiction n'a aucune espèce d'importance. Alors, vous l'excuserez, il est allé faire payer quelqu'un. Il va nous lire, dès son retour, Le palais de cristal de Pierre Sloterdijk. Un auteur germanophone. Sloterdijk, c'est pas allemand, non? Pardon, oui, il est allemand. Mais c'est pas un nom allemand. Oui, mais il est allemand, Sloterdijk. Oui, non, mais il est... Moi, je m'appelle Harding, mais je suis francophone. On fera un peu de montage. Merci. Ouais, Peter Sloterdijk, tu vois, Peter Sloterdijk faisait la distinction entre ce qu'il appelle, lui, les horlogers et les navigateurs. Bon, au niveau philosophique. Les horlogers, c'est ceux qui sont capables de démonter un concept, sont capables de décrypter des rouages théoriques d'une situation ou d'une analyse. Les navigateurs, c'est ceux qui se lancent sur des théories, qui explorent des hypothèses. Mais en étant capable de les défendre ou un peu comme non, ça? Parce qu'ils acceptent d'emblée de se tromper, ils acceptent d'errer. C'est des passionnés, là. Ils ont un peu Non, la passion... Bonjour. Bonjour. La passion joue toujours dans n'importe quel comportement humain, puis là où il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'humain. Hein? Parce que quand tu me dis navigateur, il y a des... Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils explorent des territoires conceptuels. Ils peuvent être dans le champ, mais c'est pas grave, c'est l'exploration qui compte. Très bien. C'est de découvrir des nouvelles hypothèses, de nouvelles idées, et qu'on peut c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut les envisager. Et Sloterdijk appartient à cette famille d'esprit-là. Il n'est pas ennuyeux, il est humoristique, il est d'une érudition folle. Lui, il fait remonter, par exemple, la mondialisation, la découverte de l'Amérique, 1492. Et la découverte de l'Amérique, c'est une découverte, on la redécouvre sans arrêt, finalement. Ce mythe-là de la découverte de l'Amérique, c'est aussi ce qu'on vit, là. Ouais, c'est la fois c'est un peu surprenant. Pardon. Alors, je dirais, alors oui, je vais te lire un passage du Le Palais de cristal à l'intérieur du capitalisme planétaire. Il dit, nous voyons aujourd'hui comment la politique étrangère des États-Unis déploie méthodiquement le paradoxe de l'exception américaine. On peut l'exprimer par plusieurs tournures chargées d'un sens voisin. Pour sauver le rêve américain, ces acteurs dominants se hâtent de s'en réveiller. Hein, tous les 3 films que j'ai nommés, c'est entre autres cet exemple-là. Pour préserver le privilège d'avoir échappé à l'histoire, pour garantir leur magnifique légèreté
de l'être, les équipes dirigeantes dirigent les États-Unis vers de sévères surcharges pour garantir à leur pays les sources de son optimisme. Ces faiseurs de climat intellectuel le précipitent dans le réalisme le plus noir. Et je te dirais, c'est un peu ça, Trump, c'est l'expression quintensifiée de cette noirceur. Le dernier paradoxe trouve son expression le plus claire dans d'intelligents manuels de violence écrits par le reporter de guerre et polémologue Robert D. Kaplan, La stratégie du guerrier, de l'éthique païenne dans l'art de gouverner et de Coming Anarchy, Shattering the Dream of the Post-Cold War. 2 livres dont le seul objectif est de préparer le pays à la bannière étoilée, à un univers hobbesien censé ne pas être soumis à la loi de la condensation civilisante, toujours Trump, mais entièrement livré à un combat généralisé dans des espaces pratiquement sans État. Tu sais, le fameux nation building là, irakien. Qu'est-ce qu'on a fait de l'Irak? Qu'est-ce qu'on a fait de la Syrie? Des endroits où certains pays d'Afrique, des endroits littéralement de non-droit, livrés à des mercenaires, livrés à des forces occultes, livrés à des trafics souterrains, tout ça sous surveillance de drones. Si c'est pas ça le pouvoir absolu, je me demande c'est quoi. Tu n'es imputable de rien. Essaye de retrouver qui a donné un commandement à qui a dit quoi faire à qui a porté la valise pour qui. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Et pourtant, les intérêts sont toujours et impeccablement préservés. Alors, pour conclure là-dessus, Kaplan ne laisse aucun doute sur l'identité de l'unique structure envisageable pour tenir le rôle du Léviathan planétaire, le gendarme. Mais un gendarme qui est devenu d'une innocence incroyable, qu'on peut même pas cerner, qu'on peut pas capturer, qu'on peut pas. Alors les gesticulations de Trump ou l'ennui languissant de Biden soporifique de. Donc toi, tu penses ne changera rien, mais strictement rien à l'affaire. C'est comme un jeu de prestigitation. C'est comme un ectoplasme, dans le fond. Exactement. Les deux. Les deux sont comme deux. Les deux. Avec, dans des rôles différents. Là, il y a celui plein d'énergie libidinale et celui qui se traîne de plus en plus. Il va peut-être parvenir à la Maison-Blanche, mais dans un état de fatigue et de léthargie inimaginable. Mais ça ne changera rien à la mécanique. Parce que dans le fond, si je comprends bien, quand Trump disait America First, c'est joué d'avance. C'est toujours America First. Il a dit une vérité qui est définitive. Je veux dire, c'est pas juste America First, les Américains d'abord. C'est la planète au complet qui est américaine, incluant les adversaires, qui sont modelés par cette opposition-là, qui sont modelés par cette hantise-là. Ouais. Tu comprends? Oui. Et ils sont dans le rôle du mauvais en plus. En plus. Oui. Mais ils conservent leur... John Wayne reste John Wayne. Ah ben oui, mais... Puis Oussama reste Oussama. Tu comprends? Alors, écoutez, c'était ça. Je venais pour une prédiction et là, on peut dire que j'ai eu toute une prédiction qui s'échelonne même sur plusieurs centaines d'années. Donc, moi, je te souhaite, Bruno, d'apprendre finalement l'anglais. Hein? Il serait temps à ton âge. Si, dans le fond, tu es un Américano-Québécois, je pense qu'on devrait se mettre à l'étude, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que la préservation de l'Américano-Québécois suppose que moi, c'est pas important que j'apprenne l'anglais. Ce qui compte, c'est que je parle français pour rester québécois. Tu comprends l'idée? C'est que les grands mythes québécois qui existent encore, et qui sont à faire peut-être même, c'est à moi de les préserver. Je ne demanderai pas aux véritables Américains de préserver la mémoire québécoise. Non. Tu comprends? Non. Alors c'est à moi à faire mon boulot, et puis on va être incorporé de toute façon dans le multirécit américain qui va des esclaves noirs aux Autochtones, aux Irlandais,
aux filles du roi. On fait partie maintenant de ce grand récit-là. Et tous les peuples vont finir par y appartenir. Il y aurait Et une trame unique, dans le fond, à partir une trame unique. America first. Et donc, ça voudrait dire qu'on est condamné à être un peuple dont la mémoire aille jamais plus loin que... On va toujours être dans l'ornière américaine. Aïe, aïe. C'est aussi Mais il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Il y a même moyen d'avoir même du plaisir et même de donner une sorte de signification à l'intérieur de cet empire-là invisible. OK, mais dans ce cas-là, pour pousser la question là, je peux-tu y aller d'un peu d'anticipation? Ouais, comme on vas-y, est dans vas-y. des romans apocalyptiques un peu, là, où... Non, c'est Demain. le paradis maintenant. Demain, oui, absolument, parce que de toute façon, tout est joué. Les dés sont pipés. Ouais. Demain, Oui, demain. victoire de Biden, comment tu réagis? Bah, écoute, haussement d'épaule. OK. Cynisme. Non, pas du cynisme, haussement d'épaule. Le personnage m'inspire peu. Mais dans cette situation-là, comme je l'ai dit depuis le début, pour moi, c'est une somme nulle. Au moins, je trouve que ça pourrait te donner une prédiction juste. Les gens vont être soulagés. Si Biden gagne, évidemment, ils vont être très, très soulagés, mais sans comprendre que ça ne changera rien à la nature de l'Empire. Que l'Empire va être encore plus puissant, peut-être. En croyant que, ouf, on est sauvé de l'orang-outan, mais finalement, on sera sauvé de rien. Bon, ben écoutez... Fait que là, c'est sûr que je me trompe pas, comme prédiction. Non, exactement. Là, moi, je trouve que pour le coup, là, tu l'as joué safe. Mais je te félicite. Ben, La prudence, je grandis en sagesse. Tu as trouvé la façon de répondre Sans répondre. sans répondre. Je devrais me lancer en Et politique. sans te mouiller. Alors Ouais. moi, je te félicite pour ça. C'est peut-être la prédiction qui va se vérifier le plus de toutes celles que tu as faites. Alors, Mais je maintiens quand même que Biden va gagner. d'accord. OK? Bon, au moins, Ça te va là-dessus, ça? Si, pour les gens qui venaient ne serait-ce que pour ça, ils auront leur réponse. Merci pour cette... Mais ça va être un faux soulagement qui ne changera rien à l'ampleur tentaculaire de la puissance américaine avec les GAFAM. Bon, ben, Voilà. Bruno Lalonde, merci pour cette entrevue. De rien. Ben merci. Merci, Fred, Ben non, mais de je t'en l'avoir prie. mené. À bientôt.